Moi, je crois que la question aujourd'hui, ce n'est pas d'atteindre, de fixer des objectifs. Nous savons très bien ce que nous devons faire. La question, c'est comment trouver les ressources pour atteindre les objectifs qu'on a fixés dans les accords de Paris. Comment trouver les ressources pour atteindre les objectifs de 2030-2050. Et quelle cohérence nous pouvons tenir seulement en tant qu'Européens du moment où on mène des négociations sur la scène globale qui remettent en cause les engagements des accords de Paris. C'est pour cela que nous avons une proposition très concrète. D'abord, Madame veut sortir de l'Europe pour récupérer sa souveraineté. Moi, je veux rester en Europe pour récupérer ma souveraineté. Parce que l'Europe, c'est le seul niveau, c'est le niveau minimum dans lequel nous pouvons vraiment reprendre contrôle et reprendre notre souveraineté et travailler et développer des politiques efficaces dans la lutte contre les changements climatiques. L'Europe, c'est le domaine minimum. Revenir à des politiques nationales, revenir à des politiques souverainistes, revenir à des politiques divisées sur un thème global et sur des questions transnationales telles que les changements climatiques ou l'environnement, c'est évidemment perdre les matchs avant de rentrer sur le terrain. Et donc, quand nous parlons d'Europe souveraine, nous pensons tout d'abord à des questions telles que les changements climatiques. Mais les accords de Paris sont là. Il faut trouver les ressources. Nous disons, créons une banque finance climat. Travaillons à l'intérieur de la Banque européenne des investissements et développons des taux zéro pour les dépenses que les villes, les petites et moyennes entreprises, les ménages doivent aborder pour les objectifs d'efficacité énergétique, pour les objectifs des villes smart cities, des villes soutenables. Aujourd'hui, c'est la question des ressources. Et les ressources, il faut les dégager maintenant. Parce que c'est maintenant qu'on doit atteindre ces objectifs. Finalement, comment nous pouvons faire entendre notre voix au niveau global en faisant ce que votre président de la République française a déclaré aujourd'hui en disant la France est un pays qui dit non à l'accord commercial avec les États-Unis du moment où les États-Unis ne confirment pas leur engagement aux accords de Paris. Il me semble que ce soit un moyen d'indiquer bien comment, en tant qu'Européens, nous pouvons nous faire respecter et nous pouvons faire respecter à nos partenaires des engagements qu'ils ont pris et que nous voulons soit menés à bien. Merci. Je vous dirais un mot sur ce qu'a dit le président, parce que je n'ai pas tout à fait la même lecture que vous, mais c'est pas grave, on ne va pas s'engueuler pour ça. Je dis devant Gwendoline que je suis assez contente finalement qu'il y ait une sorte de victoire culturelle des écologistes sur nos pensées. Alors je ne sais pas s'il faut l'exprimer comme ça, mais le fait de faire partager maintenant avec beaucoup de formations politiques cet enjeu-là, je trouve que c'est bien. Et pour moi qui viens d'un parti qui était qualifié par le même membre des Républicains d'hier comme ouvriériste et donc forcément très hostile aux questions productivistes, ça vient de ma gauche, je trouve qu'on assume maintenant totalement et clairement cette conversion à l'écologie qui est irréversible. Donc voilà, je le dis devant toi et sincèrement, je crois qu'on devrait tous aller dans ce sens. Et puis, cette question de l'écologie et de la lutte contre le changement climatique, elle doit être vue dans différents domaines, sous différents prismes. Quand on parle, par exemple, de migration, j'y reviens, on y reviendra sûrement tout à l'heure. Évidemment, quand on sait que 250 millions de personnes seront d'ici 2050 obligées de s'exiler parce que le changement climatique les fera partir, on voit le lien de la même manière qu'on peut, vis-à-vis du travail, avoir des références très concrètes à faire avec la question du changement climatique. Troisièmement, d'abord, il faut se fixer des objectifs concrets. J'en cite un seul, je n'ai pas vocation à être exhaustive là-dessus. Je pense qu'il faut, par exemple, que nous ayons une réglementation beaucoup plus serrée sur la question de la pollution de l'air. À l'heure actuelle, nos normes européennes sont, je crois, 6 fois en dessous les normes de l'OMS. Ça n'est pas normal, ça veut dire que toutes les particules que nous respirons causent
400 000 décès prématurés dans l'Union européenne. Il faut que nous alignions nos normes avec les normes de l'OMS. Deuxièmement, sur les lobbies, parce que j'y reviens, il y a eu dans ce domaine un certain nombre de scandales importants. C'est le cas du Dieselgate, c'est le cas du glyphosate. On ne va pas y revenir. Et c'est là où je suis un peu en désaccord avec vous sur la question des accords commerciaux, où il faut avoir des normes. Il ne faut rien signer sans normes environnementales et sans normes sociales. Là, peut-être que Emmanuel Macron a dit qu'il ne fallait pas signer avec les USA, mais le représentant permanent laisse filer la discussion sur l'accord avec les USA aujourd'hui. Donc c'est le représentant permanent de la France qui porte aussi la parole de la France qui laisse filer ce débat maintenant. Donc peut-être que vous ne partagez pas cette information, mais en tout cas, c'était tout à fait clair à Bruxelles. Et dernière chose, sur la question des moyens, nous pensons qu'il faut un plan d'investissement massif en faveur de la lutte contre le changement climatique et dans la transition écologique de l'ordre de 500 milliards d'euros, de manière à pouvoir vraiment être efficace dans ce domaine avec toutes les implications que cela veut dire après dans la vie quotidienne des personnes. Alors moi, j'appartiens à un groupe qui s'appelle la Gauche unitaire européenne, Gauche verte nordique. On oublie souvent la deuxième partie. Et sur ces questions-là, je suis d'accord plus souvent avec la deuxième partie de mon groupe qu'avec la première. Et en général, on mène ces batailles en accord avec le groupe écologiste. Et très souvent, nous avons des amendements communs, gauche européenne et écologistes européens, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles on doit pouvoir avancer. Sur l'ensemble de ces questions, vous avez raison de dire que l'Union européenne a longtemps été pionnière. Et moi, j'ai l'impression que ça a bloqué à partir de Copenhague. Parce qu'à partir de Copenhague, on commençait à avoir des engagements beaucoup plus concrets, une urgence climatique aussi peut-être, et la nécessité d'avoir des engagements beaucoup plus concrets. Et un des échecs de l'accord de Paris, même si on peut se féliciter que cet accord existe, c'est qu'il n'est pas contraignant et qu'il n'y a pas vraiment d'obligation pour les États qui signent. Et nous avons été obligés au Parlement européen de remonter les objectifs pour qu'ils soient conformes aux accords, ne serait-ce qu'aux accords de Paris. Donc je pense qu'il y a effectivement un énorme travail à faire en la matière. Nous considérons que la question écologique, environnementale et la question sociale sont liées. Qu'on ne peut pas faire des progrès en matière de lutte contre le changement climatique si ce n'est pas accompagné par des mesures sociales adaptées. Pourquoi ? Parce qu'il faut changer les modes de transport, il faut changer, améliorer les problèmes de logement. C'est les plus pauvres qui ont les logements les plus perméables, si je puis dire, au changement atmosphérique. C'est ceux qui nécessitent le plus d'énergie, qui consomment le plus d'énergie, notamment en matière de chauffage. Donc il ne faut pas que les mesures que l'on prend en matière environnementale pèsent plus sur les plus pauvres que sur les autres. Donc il faut avoir les deux en matière en ligne de mire en permanence. C'est pour ça que nous proposons un fonds de développement écologique et social qui puisse être créé. Le montant, on va laisser les États membres le décider, mais on est sûr qu'ils vont faire des efforts, notamment si le président de la République fait une proposition en ce sens au Conseil des ministres, on l'attend. Et quant au TAFTA, je suis très étonnée moi aussi de la nouvelle position de la France. Je ne voudrais pas que ça se transforme comme celle du précédent gouvernement sur le même sujet, qui a dit non pendant des mois pour au final dire oui comme tout le monde, notamment par rapport au CETA. Et je ne crois pas que le CETA, M. Macron ait fait la moindre réserve, et pourtant nous considérons, nous, que TAFTA et CETA sont des copier-coller. Oui, alors... parce que l'Union européenne est mondialiste et libre-échangiste, donc bien sûr très polluante, forcément. Est-ce que l'Union européenne s'oppose vraiment aux émissions ? Eh bien non. Elle signe au contraire des accords de libre-échange avec le monde entier, le TAFTA, le CETA, le JAFTA, le Mercosur. Donc on stigmatise les Français en augmentant les taxes sur le carburant, mais il faut savoir qu'on détaxe le kérosène des avions et le fioul lourd des tankers. C'est le monde à l'envers, vraiment à l'envers.
parce qu'un tanker, ça équivaut en émissions à 50 000 voitures, un seul tanker avec du fioul lourd. Donc je dois vous dire qu'il y a quand même beaucoup plus qu'un seul tanker qui parcourt la mer avec tout ce que ça comprend. Moi, je défends pour ma part les circuits courts, l'agriculture locale et la qualité, plutôt que d'importer de la viande qui a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres, ce qui est insensé. J'ajoute pour finir que parmi les 16 meilleurs élèves dont vous parliez tout à l'heure, vous en avez oublié 2, c'est le Monténégro et et la Macédoine. Voilà, c'est ça, oui. Preuve qu'on peut bien mieux agir, même en dehors de l'Union européenne. Et je voudrais vous lire ce petit texte parce que c'est important. Un chercheur américain qui s'appelle James Corbett a calculé il y a 10 ans, donc 2009, que 16 tankers utilisant le pire carburant disponible, ce qui est souvent le cas, émettraient autant de dioxyde de soufre que toutes les voitures du monde. C'est un calcul théorique, mais imaginez 10 ans plus tard, avec l'explosion du commerce international, la pollution et les émissions engendrées. Je vous laisse réfléchir à tout cela, et vraiment, je crois qu'il faut qu'on voit une Europe, et puis la planète, c'est le monde entier, parce qu'on sait aussi que c'est la Chine le plus pollueur, il faut bien le dire. Alors donc l'Europe, je ne sais pas ce qu'elle peut faire de plus que ce qu'elle fait à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a pas que l'Europe, là c'est le monde entier dont il faut voir voilà. Je vais reprendre sur ton intro, Sylvie. Effectivement, il me semble, et ces élections européennes, pour ça, seront vraiment, le démontreront encore plus que ces dernières années. C'est assez spectaculaire. Il me semble qu'effectivement, la question environnementale, avec laquelle je fais une différence avec le projet écologiste, les questions environnementales vont effectivement irriguer nos politiques publiques. Il y aura toujours des gens qui vont nier le dérèglement climatique. Il y en a, et il continuera à y en avoir. Il y a bien des gens aux États-Unis, des partis politiques qui nient l'évolution, etc. Donc tout est possible, mais globalement, je pense que on va de moins en moins nier. La question, c'est quel projet on met en place pour contrer ces problématiques environnementales. Il me semble, et là je fais une part de fiction, mais on est aussi obligé un peu de penser, de faire de la prospective, de réfléchir, qu'on va se retrouver rapidement face à 3 solutions. La solution, c'est une Europe vivable pour les riches, des pays vivables pour les riches, des conditions environnementales vivables pour les riches, au détriment des plus pauvres. C'est déjà quelque chose qui est un petit peu en place, hein. Il y a déjà des populations qui vivent à côté des usines, à côté des autoroutes, à côté des lieux de pollution, ça a été dit par Marie-Christine, la précarité énergétique, etc. Je pense que c'est pas la peine de faire un dessin, c'est déjà un peu le cas. Et on peut très rapidement aller vers... et moi, je suis frappée, j'ai 2 grands à la maison, et qui s'abreuvent de séries américaines, évidemment, et je suis frappée par le fait que ces séries américaines, elles nous montrent beaucoup ça. Ce que les jeunes regardent aujourd'hui, c'est des mondes de demain qui sont terrifiants au niveau environnemental, et après, il va y avoir et alors, il y a cette solution-là, les bunkers pour les riches. Il y a la deuxième solution, c'est des espèces de dictatures écolo, où il y aura une raréfaction imposée, où il y aura des quotas, ça passera par... très clairement une privation de la liberté. Et ce que nous essayons de proposer, les Verts en Europe, et il me semble qu'effectivement on est rejoint par d'autres partis de manière très sincère, en France comme dans d'autres pays, c'est d'anticiper pour trouver une solution pour qu'on n'arrive ni à l'une des solutions ni à l'autre. Et je crois que ça implique quand même d'être sérieux sur la question. Par exemple, je vais être très claire sur la question, la technologie ne sauvera pas tout. Je suis absolument convaincue que ça ne pourra pas passer que par des alternatives technologiques. Ça veut dire que nous, les Verts, c'est très concrètement qu'effectivement, on pense qu'il faut sortir des énergies fossiles, mais il faut aussi pas trouver comme solution la fracturation hydraulique, les gaz de schiste. Et le nucléaire, évidemment, n'est pas pour nous non plus une solution. Ça veut dire d'abord penser l'efficacité énergétique, c'est la première des choses. Ça veut dire une sobriété, ça veut dire demain, essayez tous de consommer moins. C'est la première manière de régler le problème, c'est d'essayer de dépenser moins d'énergie. Ça veut dire, évidemment, je rejoins Marie-Christine Vergiat, toujours penser justice sociale et justice climatique en même temps.
Ça veut dire aussi penser une autre agriculture. Ça veut dire par exemple faire attention au foncier, ça c'est toujours extrêmement douloureux. Il va falloir commencer à dire on ne peut pas prendre toutes les terres pour urbaniser. Ça c'est très très difficile. C'est une chose de penser le dérèglement climatique, c'est une autre d'avoir ce courage-là de dire oui, aujourd'hui il va falloir préserver des terres. Ça veut dire évidemment aussi, à mon sens, ne pas accepter qu'on continue dans une croissance infinie. Voilà, et notamment, et c'est là où j'ai un grand désaccord avec ouais, je vais essayer d'aller vite, c'est que par exemple, il y a un projet tout près de nous qui s'appelle le Lyon-Turin. Moi, je pense que c'est pas un projet qui nous permet demain, à la fois financièrement et pour des questions environnementales, de survivre. Et donc, il faut arrêter de penser ce type de projet. Il faut oser. Il faut oser avoir une taxe sur les avions. S'il n'y a pas de taxe sur les avions, on ne pourra pas avancer. Et puis, il faut de la démocratie, évidemment, pour le décider avec les citoyens.